Voilà, c'était une étrange affaire de Pierre Granier de Fer. Alors, dans le livre qui s'appelle Affaires étrangères, si vous avez envie de le lire, on peut peut-être le trouver en librairie, la fin est tout à fait différente. Dans le livre, le jeune cadre, qui est interprété par Gérard Lanvin, assassine le fameux patron qu'il a complètement monopolisé, Michel Piccoli. Là, le patron disparaît, c'est peut-être finalement meilleur. À vous de juger. Alors, pour ceux qui prendraient l'émission en marche, je vous signale que ce soir, nous avons une deuxième partie consacrée à l'actualité cinématographique qui comporte 3 films. Prénom Carmen, signé Jean-Luc Godard, qui est présent sur ce plateau. À ses côtés, Anne-Marie Miéville, qui a l'air très sérieuse comme ça, très tendue, et qui est la scénariste de Prénom Carmen, comme elle était la scénariste d'autres films de Jean-Luc Godard. Et puis alors à ma droite, il y a Daniel Schmitt, cinéaste que vous connaissez, Hécat et bien d'autres films, qui lui a eu un coup de cœur pour Évoque le navire de Fellini, et qui nous en parlera tout à l'heure. Et puis enfin, nous parlerons du 3e film. Il s'agit du Général de l'armée morte de Luciano Tovoli, qui est un ex-chef photo de Ferreri et qui a fait là son premier long métrage avec Piccoli, Mastroianni, Anouk Aimé, Gérard Klein. Nous commençons par Prénom Carmen. Jean-Luc Godard, qu'est-ce qu'on fait? On parle de Prénom Carmen ou on parle de la finale d'hier au soir, McEnroe-Landell? Ben non, on l'a pas vu, TF1 l'a annulé, donc on peut pas dire. On peut pas imaginer que Carmen aurait rencontré McEnroe, dommage. Ça aurait... Alors, ce qu'il y a d'intéressant, je crois, c'est qu'Anne-Marie Miéville est là. Anne-Marie Miéville, on la voit rarement comme ça apparaître sous le feu des télévisions, des projecteurs. Pourtant, c'est une longue collaboration entre vous deux. C'est une collaboration, Anne-Marie, qui date depuis combien d'années avec Jean-Luc? Ça fait 12 ans. 12 ans. Oui. Alors, ce qu'il y a d'incroyable... Oui, vous êtes sûr de la date, là, ça va? Ouais. Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que nous avions vu, la dernière fois que Jean-Luc Godard est venu sur le plateau de Spécial Cinéma, c'était pour la sortie de Passion. Et Jean-Luc Godard avait présenté le scénario de Passion. Et l'impression peut-être que le spectateur peut avoir, c'est que finalement un film de Godard, c'est un voyage solitaire de Godard, comme pouvait peut-être le traduire le scénario de Passion que nous avions présenté sur cette antenne. En fait, il y a vous travaillez avec lui. Comment s'organise entre tous les deux votre travail? On va prendre très précisément Prénom Carmen. D'où part l'idée, par exemple? D'abord, voyage solitaire, je pense que de toute façon, c'est un voyage solitaire, mais ça ne peut pas être solitaire à toutes les étapes. Et il y a des étapes où effectivement on travaille à deux. Pour Prénom Carmen, disons qu'au début, l'enthousiasme, j'ai commencé par communiquer mon enthousiasme du sujet de Carmen à la suite du visionnement de Carmen Jones de Preminger, qui était ressorti en France, que j'avais vu déjà quand j'étais petite. Et puis ensuite, on a travaillé dans un premier temps chacun de notre côté, moi en revisitant différentes versions de Carmen existantes, celle de Mérimée, celle de Preminger, en essayant de réécrire des continuités sous forme de scénario un peu, et lui de son côté écoutait ces fameux... C'est grâce à ça qu'il y a une histoire pour une fois, enfin... Et ce qui était difficile, parce que sans l'enthousiasme d'Anne-Marie, moi ça m'a permis de proposer un sujet à Gianni, un sujet sûr, mais c'est effectivement le problème, c'était l'histoire de la continuité, qui est quelque chose une continuité qui se fait un peu différent. Continuité, le mot américain pour scénario, mais qui indique bien l'histoire de continu. Et moi j'ai toujours été trop discontinu, et Anne-Marie m'apporte un sentiment de continuité. Des fois, là, la société lui a commandé vraiment un scénario en disant, voilà, qu'il y a une histoire, enfin, Carmen, et c'est un peu comme ça que c'est passé. Oui. Alors, il y a une chose aussi, Jean-Luc Godard, et ça intéresse, concerne Anne-Marie, cette question, c'est que vous dites, finalement, un film annonce toujours celui qui va suivre. Est-ce que Passion annonçait Prénom Carmen dans votre esprit, Anne-Marie? Anne-Marie, je ne sais pas, non, moi je peux répondre, Anne-Marie. Je ne peux pas bien répondre, non. Oui. Moi oui, puisque Passion lui-même était venu de Sauve qui peut. Isabelle Huppert m'avait demandé, mais qu'est-ce que c'est que la passion, Jean-Luc? Tu dis tout le temps dans le film que la passion, c'est pas ça. Puis je lui ai dit, si tu me signes un contrat pour faire un film qui s'appelle Passion, on trouvera. Puis c'est parti comme ça. Et puis ensuite, peut-être la passion, à des moments où les retombées... moi je pars des films comme ça, oui, retombées, on voit quelqu'un qui tombe, et puis Anne-Marie à ce moment-là me dit j'ai vu Carmen Jones, donc je me dis tiens, on pourrait voir quelqu'un qui tombe, qui serait, pourquoi pas Don José sous les coups de Carmen, un homme sous les coups d'une... Voilà, puis c'est parti, si l'argent tombe dans la caisse au même moment, c'est gagné, c'est déjà gagné au départ, ensuite on ne sait pas.
Comme on peut dire que finalement, le prénom Carmen annonce en quelque sorte Je vous salue Marie, parce que je crois qu'il y a une chose que j'ai relevée dans une interview que vous avez accordée à je ne sais plus qui, où vous dites finalement on ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre Don José et Carmen, là le film le Mais dit. ça, c'est Anne-Marie qui l'a remarqué, ça a Oui. été... Oui, ça c'est Et qui important. m'a poussé, ou qui nous a poussé. Non, mais comme très souvent dans ces grands sujets comme ça, finalement, on ne sait pas. Bon, il y a une intrigue comme ça, mais il n'est pas tellement donné à voir ce qui se passe réellement entre les gens, depuis la rencontre jusqu'au dénouement final. Et là, on s'est un peu attaché en prénom Carmen, effectivement, à essayer de montrer qu'est-ce qu'avaient bien pu se dire Joseph et Carmen. Comme dans Je vous salue Marie, on ne sait pas. Et on a eu beaucoup de mal, parce qu'on s'est aperçu que ce qui n'est pas dit, peut-être dans les grands mythes, et c'est pour ça qu'elles sont puissantes, car ça n'est pas dit explicitement. Et ce qui m'a, peut-être parce que je vieillis, ou qu'on retombe en enfance, ou qu'on repasse par l'enfance, alors maintenant ça me semble normal de faire prénom Marie, l'héroïne parmi toutes les héroïnes, comme j'avais déjà le titre prénom Carmen, donc je préfère l'appeler Je vous salue Marie. Je signale que Daniel Schmitt n'intervient pas parce qu'il n'a pas vu prénom Carmen, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'intervenir quand il le voudra sur un point de réponse d'Anne-Marie ou de Jean-Luc. Dans Je vous salue Marie que vous tournez en ce moment, il y aura aussi finalement ce que se sont dit Joseph et Marie avant l'arrivée de l'enfant. Ah oui, mais alors là je suis dans le... Comme dirait Solers, on est dans le trou de la Vierge. Enfin, c'est le noir absolu, où il n'y a que l'histoire du blanc, de l'Immaculée Conception. On est complètement, comme on disait dans le scénario de Passion, entre le noir et blanc. Et parce que Joseph, alors c'est celui vraiment dans la Bible, on le voit toujours, un bon vieil ébéniste avec une grande barbe qui s'occupe d'une jolie Pietà, mais il y a dû y avoir quelque chose d'autre, quoi. Ben, moi, je pars toujours de l'inconnu. Quand il y en a trop, c'est très, très, très difficile, effectivement. Anne-Marie, comment vous expliquez que beaucoup de cinéastes, tout à coup, sont passionnés par le mythe de Carmen? Bon, il y a eu Peter Brook, il y a Saora, il y a Francesco Rosi, bon, maintenant Jean-Luc Godard. Quel est le mythe, finalement, que véhicule, à votre avis, Carmen? Est-ce que ce n'est pas, finalement, un mythe de lutte féministe? Je crois qu'avant tout, il y a une raison matérielle bien précise qui est que les droits ont été libérés et que ça permet aux gens de s'emparer du sujet et de le traiter au cinéma. Et puis à part ça, oui, c'est une histoire universelle. Enfin, il y a l'amour, il y a la mort, il y a tout. Et effectivement, il y a un personnage féminin qui n'est pas si d'arrière-garde que ça, enfin, qui est intéressant de ce point de vue-là. C'est un personnage intéressant. Ce qu'il y aurait de féminin, peut-être, c'est la musique, et la musique, les vagues de la musique, donc la mer, et que c'est parmi les personnages très connus, c'est le seul, et c'est ce qui m'intéressait aussi, qui n'existe pas sans la musique. Mm-hmm. Hamlet, Antigone, Oedipe, tout cela existe sans... Guillaume Tell existe sans la musique, mais Carmen n'existe pas sans musique. Et c'est une femme, c'est pas un homme. Peut-être les hommes peuvent exister sans musique, les femmes ne peuvent pas exister sans musique. Et je crois que c'est la force et l'originalité de Carmen, c'est ce dont je me suis. C'est mon opinion. Alors justement... Ouais, Daniel n'a pas l'air... Oui, mais Daniel, je ne sais pas si Daniel veut intervenir, il est grand garçon, hein, il intervient quand il veut. Il va faire une mise en scène à l'Opéra, Daniel, tiens, au Grand Théâtre à Genève. Ça ne sera pas Carmen, hein, Daniel, non? Non, c'est Barbe Bleue. C'est Barbe Bleue. Mais c'est Second Empire. Et la musique, justement, alors la musique, Bizet excite, et on retrouve, oui. Non, Bizet n'existe pas du tout, je veux dire... ça a déjà été parfaitement fait par Bizet, dont on peut rappeler que lorsqu'il l'a fait, c'était un vrai four. Il a fallu une 50aine d'années pour que Carmen obtienne du succès, qu'au début c'était un désastre, ce qui a... probablement hâté la mort de Bizet, et que moi j'ai pris une musique, si vous voulez, d'avant un peu Bizet, et que je cherchais, d'où le titre aussi, prénom, plutôt que le nom, parce que c'est un prénom, et quelque chose qui vous appelle, la musique vous appelle sans nom, donc on dit à un moment dans le film, Carmen dit, je voudrais bien savoir, avant mon nom,
qu'est-ce qui m'appelle ou comment je m'appelle. Et donc j'ai pris une musique qui était avant et aujourd'hui je me dis je serais content si, quand on me dit mais Bizet serait horrifié, je pense pas. Je pense que s'il voyait ce film et qu'il avait oublié qu'il avait fait Carmen, ça lui donnerait envie de faire autre chose qui serait la vraie Carmen aussi. Mais c'est aussi cette ambition-là de faire un film qui donnerait à l'idée de faire le scénario de Carmen, si on peut dire. D'où l'importance, effectivement, du travail de scénario, de la continuité, fait d'une autre manière, chercher à raconter ça aussi, sous une forme un peu plus classique que dans d'autres films. Alors, mais justement, Anne-Marie, c'est à vous que la question s'adresse. Jean-Luc déclare que finalement, c'est Beethoven qui a remplacé Bizet, la musique, et Jean-Luc dit c'est un souvenir, je crois, de jeunesse au bord de l'océan. J'ai remplacé une musique méditerranéenne. J'ai pris une musique qui m'avait appelé à un moment donné. Voilà, ouais. je crois que c'est juste. Alors, vous en avez parlé pas de ce problème, mais de cette option, par exemple, musicale, Anne-Marie. Ah, mais Anne-Marie a beaucoup eu de mal à se mettre. Non, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au quatuor. Pendant que moi je faisais ce travail comme ça de revisitation du sujet de Carmen, lui de l'autre côté, dans l'appartement d'à côté, écoutait ses quatuors. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à me faire à ces quatuors. J'avais l'impression d'écouter de la musique jouée par des crustacés. J'ai eu beaucoup de mal petit à petit à me faire à cette musique. Il peut y avoir confrontation très, très sévère entre vous sur une option précise dans le scénario. Ça, j'imagine que ça existe. Hein. Oui, quelquefois, oui. Oui, mais ça, moral, oui. Toujours les choses qui ont en relation avec la vie ou comme ça. Sur la forme même, on est toujours... sinon, je crois qu'on pourrait... Enfin, j'ai remarqué que les gens qui n'aiment pas les mêmes films peuvent rarement vivre ensemble s'ils sont mariés ou être copains. Par contre, on peut tout à fait être copain avec quelqu'un qui n'aime pas la même musique ou qui n'aime pas la même peinture ou qui n'aime pas les mêmes romans. Avec le cinéma, c'est beaucoup plus difficile. Réfléchissez, vous avez sûrement parmi les bons amis, ils aiment toujours en gros les mêmes films que vous, et si jamais ça n'arrive pas, vous cessez d'être amis. On ne va pas s'éterniser sur le remplacement d'Isabelle Adjani par Marouchka Detmers. Simplement, la version officielle, et je crois, Jean-Luc, vous confirmerez, c'est que Isabelle se trouvait dans un très très grand état de fatigue, qui s'est d'ailleurs traduit quelques mois après par le break qu'elle a fait alors qu'elle jouait au théâtre, Mademoiselle Julie. Je crois que c'est la seule raison, à moins que vous ayez un complément. Non, c'est... Je sais pas, elle m'a licencié, puis je l'ai licencié au même moment, puis c'était très bien. Oui, sa version à elle, c'est qu'elle n'avait pas la disponibilité qu'il faut pour tourner avec vous. Je pense, juste à ce moment-là. Anne-Marie dit un point très précis aussi, je voudrais revenir sur ce point avec vous, en tant que scénariste. Jean-Luc Godard m'avait dit, lors d'une émission que nous avions faite pour Souffle qui peut la vie, qu'il avait beaucoup de difficultés, voire même plus fort, qu'il ne savait pas filmer une scène d'amour. Et c'était son point de vue. Bon, alors, il y a dans Carmen, moi je trouve, une très belle scène d'amour, qui se situe, je crois, pendant le hold-up, où ils se retrouvent enlacés, etc. Et qui, pour moi, est une scène d'amour. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tous les cas, c'est une scène... Oui, dans le film. Elle est belle, il y en a plusieurs. Bon, alors, par exemple, quand vous construisez le scénario, vous connaissez naturellement Godard mieux que moi, vous savez son espèce d'appréhension pour ce genre de scène, qu'il n'aime pas filmer, ou qu'il ne savait pas, disait-il, filmer. Comment ça se passe, là, pour vous sur ce plan de travail? Ne quittez pas de secours de son côté. Non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'appréhension particulière de son côté par rapport à filmer ça. Je veux dire, il l'a prouvé dans Carmen. C'est lui qui les a filmées, ces scènes, c'est pas moi. Même si on a décidé qu'effectivement, il y en avait quelques-unes qui ponctuaient comme ça l'histoire et les rencontres, l'attirance entre Joseph et Carmen. Mais attendez, Anne-Marie, par exemple, qui a écrit... dans le scénario. Non, mais ça se passe pas du tout. Non. Ça se passe pas du tout comme ça. Je veux dire, quand Anne-Marie fait un scénario, elle fait, ou on peut dire, elle fait à des moments le système nerveux ou le squelette du scénario qui donne des idées de chair ou de peau qui sont souvent après la tâche du réalisateur ou de choses comme ça, car sinon après c'est elle qui fait le film. C'est pas un scénario descriptif qu'on recopie, c'est des élans, des appels, et là en plus elle était chargée de faire la ligne droite ou courbe, peu importe, mais qui a un début, un milieu, une fin, puisqu'on m'a toujours accusé dans les films de ne pas avoir un début, un milieu, une fin, et en réfléchissant je me suis aperçu que c'est peut-être parce que j'étais trop
trop seul aussi, et qu'on a besoin du regard de l'autre qui vous dit ça commence là et ça finit là. Mhm. Il y a le personnage de l'oncle de Carmen que vous interprétez, Jean-Luc Godard. C'est un personnage qui a été alors minutieusement conçu parce que c'est à la fois Godard, ce personnage c'est un cinéaste qui veut tourner, qui a des difficultés pour le faire, et c'est à la fois vous, mais c'est vous quand même dissimulé derrière quelque chose d'autre, non? Ben, mon ambition, mais ça je ne connaissais pas, c'était d'essayer de jouer un petit rôle. Bon, d'abord peut-être l'envie inconsciente d'être aussi devant la caméra pour me sentir un peu à l'aise, parce que je me dispute un peu trop souvent avec ceux qui sont derrière. Faire travailler votre corps et non pas seulement votre esprit. Oui, pour dire d'une manière un peu mélodrame, enfin un peu bête comme ça. Et puis, en même temps, il y a quelque chose dans le cinéma français d'avant-guerre, enfin, ou disons juste après-guerre, qui étaient les deuxièmes rôles. Et moi, mon idéal là-dedans, c'était pas du tout, comme on a pu dire, ce qui me semble grotesque, Chaplin, Keaton, ou comme ça. C'était des personnages comme les gens de 50, soit de 60 ans ou 70 ans s'en souviendront. Des personnages comme les deuxièmes rôles dans les films français, qui étaient en fait des deuxièmes rôles, mais qui avaient une importance tout à fait importante. On l'a encore vu récemment dans Lumière d'été, récemment, de Grémillon, avec quelqu'un comme Marcel Lévesque, des gens comme Pérez, des gens comme Sinoël, des gens comme Jean Tissier, des gens comme Dalio, qui a toujours été ça, et qui un jour est devenu, en tant que deuxième rôle, Renoir a eu la gentillesse et le courage de lui faire jouer un premier rôle. Et effectivement, c'était une tape. Et les personnages secondaires, dont on parlait dans Sauf qui peut déjà lors de notre émission, donner aux personnages secondaires, car c'est eux, c'est la foule qui fait. Puis la vedette et l'écume, mais la vague, c'est la foule et les gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas tourner de foule, comme Vidor savait tourner la foule, du reste, ou Eisenstein. Et moi, c'était d'être un vrai deuxième rôle, mais qui apparaît des fois au premier plan. Puisque nous sommes sur les acteurs, Anne-Marie Miéville, moi je trouve la performance de Marouchka Detmers tout à fait étonnante. C'est une jeune comédienne que Jean-Luc a trouvée dans un cours d'art dramatique à Paris, enfin plus exactement qui est venue à une audition, qui est hollandaise d'origine, et que je trouve moi personnellement tout à fait étonnante. Comment vous la ressentez-vous sur l'écran comme ça? Ah, mais moi je la trouve bien aussi. D'ailleurs, on a choisi ensemble. On a travaillé ce qu'on appelle le casting ensemble. Avec le producteur. Avec le producteur, voilà, on était les trois pour choisir Joseph. Une première fois, on s'est trompé d'ailleurs sur Joseph. On en avait pris un autre et on a choisi finalement Bonafé. Et pour Marouchka Detmers, on a rencontré une vingtaine de jeune femme et elle s'est détachée du lot assez instantanément parce qu'elle avait une originalité, probablement du fait qu'elle n'était pas parisienne, elle est hollandaise et elle porte autre chose, enfin, qui... Mais ce qui est très curieux, Jean-Luc, je vous ai rencontré peu après la fin du tournage dans un avion en venant de Paris, et vous étiez très, comment dirais-je, bon, vous êtes rarement enthousiaste en disant cet acteur est extraordinaire, ça je vous ai jamais entendu dire ça, parce que vous avez une phrase d'ailleurs superbe, vous dites je jette les acteurs à la mer et puis je regarde comment ils nagent. Une fois qu'ils m'ont dit qu'ils savaient nager. Ouais. ça enchante Daniel Schmitt, ça. Ah, mais là, vous faites ça aussi, vous, non? Vous faites tous ça un petit peu quand même. Inconsciemment ou consciemment. Oui, mais il y a toujours une certaine... il y a comme si on fait du cinéma, je crois, on est toujours dans le rôle de vampire quelque part. Mais moi, avec des gens qui ont certaines choses qu'il faut avoir comme acteur, il faut être exhibitionniste, je crois. Si on ne l'est pas, il ne faut pas faire ce travail. Wow. Et c'est-à-dire quelqu'un qui te donne le col aussi, qui dit « je suis là, vampirise-moi ». Non, et là, il y a une certaine... Ah non, alors moi, pas du tout. C'est dans un souci de documentaire. J'ai plutôt l'impression de jouer le rôle de la victime et que l'équipe et les acteurs jouent le rôle du vampire. Mais c'est plutôt dans un truc documentaire. C'est d'essayer de voir, moi j'aime beaucoup me servir de ce que sont les gens dans leur vie. On les met dans une situation un peu de fiction, mais de les mettre dans des situations un peu forcées pour voir avec leur force naturelle, leur bon cœur, leur jalousie, leur mauvais caractère, des tas de choses, comment ils s'en sortent. Et à ce moment-là, on peut servir de leur qualité, comme un entraîneur qui voit un sportif la première fois. Il le fait shooter si c'est du football, et puis il regarde.
Là, j'ai essayé de le voir dans des situations. Alors, on les met en situation. Et là, on a vu que Marouchka, dans une situation, elle ne cherchait pas à faire quelque chose. Elle a fait naturellement. Et après, le travail, ça a été de lui faire refaire ça. Et ça a été un peu plus difficile. Là, moi, je suis effectivement un peu plus rancunier qu'Anne-Marie sur Mais des, vous avez sur dit des trucs. qu'ils vous ont dit qu'ils savent nager, non? Non, ils m'ont dit, moi, C'est je sais savoir nager, moi, je nager. sais faire tout seul. Alors, pof, ça y est, on met à l'eau. Et puis, on regarde si c'est vrai. Et puis, si c'est faux, on dit, ah, le fait qu'il ne sait pas nager, mais qu'il le dit, on peut peut-être lui faire jouer un rôle de menteur. Oui, il faut dire que certains boivent de fameuses tasses, d'ailleurs, en disant qu'ils savent nager, mais ils demandent tous à revenir chez vous. Ça, c'est vrai. Tous autant les uns que les autres. Pour en revenir à Marouchka Detmers, oui, vous m'aviez dit dans l'avion, vous étiez enfin, vous n'étiez pas enchanté de sa prestation, très réservé, très prudent. Oui, mais on n'avait pas commencé le montage à ce moment-là. Et c'est vrai qu'au montage, quand j'ai pu... Parce que souvent, dans le tournage, on est pris par une... Et on ne se rend pas compte, on fait plein d'erreurs, on a des jugements erronés. Et lorsqu'on fait le montage, comme on le fait un peu chez nous, chez soi, dans son jardin ou dans sa maison, eh bien, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues et j'ai eu des critiques que je faisais. J'ai vu que sans eux, et Bonafé aussi, malgré les critiques que je faisais, j'ai vu qu'ils portaient quand même, qu'ils avaient quelque chose et j'en ai été très, très reconnaissant. Et ils ont aidé à faire le montage. J'ai vu des choses de leur jeu qui m'ont permis, moi, de rejouer avec les images. C'est pas gentil quand même de nous avoir caché Marouchka Detmers, Jean-Luc. Elle est superbe, vraiment. Hein. On voit rarement ces actrices sur un plateau, quand même. Oui, je sais qu'elle fait un safari au Kenya. Oui, absolument. C'est pas... La critique sur ce film est dans sa grande majorité dithyrambique, et j'en extrais là, une toute petite indication, d'abord parce qu'elle m'arrange, de Michel Pérez, critique du Matin, qui écrit « Sceptique, lassé, désabusé, le Godard de prénom Carmen, peut-être, mais pas à bout de souffle, convaincu au contraire qu'il est un moment où il n'y a pas d'impuissance à ne pas vouloir évoluer, mais une sorte de force. Qu'en pense m'intéresser ?» Qui ne lit pas les critiques, j'en suis sûr, si. Ah si, ça fait du bien d'entendre de voir des gens qui vous envoient des cartes postales quand on leur a envoyé un télégramme ou autre chose, non. J'ai lu aussi que vous aviez reproché pendant le tournage de ce film, on vient de voir la photo là, qui est très belle, qui est signée Ah, c'est Raoul, oui. Par Raoul Coutard, c'est pas n'importe quoi. Vous avez été un peu... Et Kodak, il faut le dire. Oui, bon, ils ont tout. Vous avez été un peu triste parce que vous voyez qu'il allait le voir, Rodin, et puis vous trouvez que finalement les techniciens sont un peu panurgites, ne participent pas assez au film, suivent simplement les ordres, etc. Vous ai-je bien lu? Oui, mais je crois que je commençais. C'est un peu fini, ça. C'est fini, ça. C'est une bonne phrase. C'est fini, j'ai relu, vous voyez. Bon, c'est bien. Alors, il faut dire une chose maintenant. On va quitter Prénom Carmen, dont j'ai donné les dates de sortie et les jours dans les principales villes. Il faut dire que Anne-Marie Miéville, qui jusqu'ici a travaillé avec Jean-Luc Godard au niveau de l'écriture, du scénario, vient de faire un court-métrage et qui est d'ailleurs présenté juste avant Prénom Carmen et qui s'appelle How Can I Love? Alors, en résumant, en disant que le thème de ce court-métrage, c'est une femme qui découvre que les hommes existent et qui s'aperçoit aussi qu'elle a beaucoup de mal à en garder un à peine quelques semaines. Pourquoi si tardivement, Anne-Marie, cette envie de passer derrière la caméra et cette fois d'y aller, quoi? Parce que ça fait longtemps quand même que cette envie... D'une part, je suis quelqu'un qui est très très lent, je pense, et puis... oui, non, l'occasion s'était pas vraiment présentée. Là, il y a eu le court-métrage est venu aussi un peu quelque part de Carmen, puisque le titre How Can I Love, c'est le début d'une chanson que chante Cindy Lou dans la version de Preminger, la fiancée abandonnée de Joe, à un moment donné, quand elle essaie de rapercher son Joe et qu'il lui dit « Je ne suis pas un type pour toi, dégage », elle s'en va comme ça avec sa petite valise et elle chante, elle invoque le Seigneur en lui demandant de lui rendre son Joe, et son chant commence par « Comment puis-je aimer un homme quand je sais qu'il ne veut pas de moi ?» Oui, voilà. Et c'est quelques séquences, je veux dire, qui résument tout, très pathétique, une solitude, une espèce de désespoir aussi, là, une espèce d'impuissance. Je dirais difficulté oui. dans les relations hommes-femmes. Enfin, ça, c'est pas nouveau. Oui, mais là, très, très bien. Ça, il fait combien? Je n'ai même pas 13 minutes. 13 minutes. On peut dire beaucoup de choses en 13 minutes. Oui. Un long métrage va arriver, là? Non, je ne suis pas pressée, non. Ouais.
C'est pas un refuge quand même, quelque part, pour vous, de continuer de travailler avec Jean-Luc Ah, sûrement, oui. Oui, 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 sûrement. oui. Oui, parce que, évidemment, enfin, j'allais dire, il fait paravent. Non, il fait pas paravent. Mais il fait paravent pour vous, en tant que cinéaste. Oui. Non, mais là, j'ai fait mes premiers pas un peu tard, mais enfin, Non, mais il y a souvent, et je pense que moi j'oublie pas, et je tiens à ne pas oublier que je viens du court-métrage, que toute la nouvelle vague est sortie d'une école française du court-métrage qui a été unique, je crois, au monde, que René, Varda, Chris Marker, Jacques Rosier, moi, tout ça, on est parti et sorti du court-métrage. Et le court-métrage, c'est quand même, c'est le documentaire, et que le documentaire c'est Lumière qui a commencé, c'est le fondement du cinéma. Ensuite, il y a la fiction, et qu'aujourd'hui, on oublie un peu le documentaire, et que la peine qu'ont les cinéastes, moi, tout premier ou le tout dernier, ça vient de ce que on n'a plus envie d'aller vers les gens pour étudier et ensuite s'en servir pour la fiction. Et que ça me semblait une nécessité, puisqu'on est coproducteur avec Anne-Marie de nos propres films, ça me semblait une nécessité que, en même temps qu'on fasse son premier film, qu'on produise ou qu'on fasse faire dans un mouvement équivalent la vraie première partie du film qui s'appelle complément de programme en France, et que là on a mis en France, en Suisse je ne sais pas, je l'espère, mais en France on l'a mis juste avant le film, après la publicité, de manière c'est le début du film qui parle d'une certaine manière quelque chose qui est en rapport, même si c'est pas la même histoire. Oui, et faut-il encore pour cela que... C'est l'ouverture, si vous voulez, du spectacle. Ouais. Faut-il encore que les cinéastes se limitent à 1h40 et ne fassent pas des films de 2h15, parce que là, c'est exclu complètement en distribution et en programmation de court-métrage. Il y a un livre qui est sorti, vous concernant, Jean-Luc Godard, signé par Raymond Lefebvre. Voilà, je pense que vous l'avez lu. J'ai pas parcouru, il est beaucoup trop louangeur. Oui, bien sûr, j'étais sûr que vous alliez dire ça. Non, mais on a besoin de critiques sérieuses aussi. Ça doit exister, non? Il y en a bien. Je vous le demande. Ouais, oui, il y en a. Mais pas sur Prénom Carmen. J'avoue que c'est vrai qu'il y a une grande unanimité de critiques. J'ai pas encore lu la critique de Freddy Buach, ni celle d'autres critiques suisses. Vous en avez lu, vous? Comment c'est dans l'ensemble? Buach a écrit déjà Je sais pas, mais je veux juste lui dire avant qu'il écrive, Freddy, c'est pas un film difficile. Daniel Schmitt est à côté de nous. Daniel, on vient de terminer pour nous un portrait de Douglas Sirk qui vit au Tessin pour Spécial Cinéma que nous diffuserons au cours du printemps. Daniel, vous avez vu Évoque le navire de Fellini et La Naveva. Alors, je crois que beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est l'un des plus beaux Fellini avec un Marcord. Je sais que vous avez, comme on dit maintenant, flashé, c'est le coup de cœur. Je résume en 2 mots, vous voulez le faire, l'ossature du film, ça n'a pas beaucoup d'importance, en fait, à la limite, c'est une croisière bien particulière, puisqu'on va disperser les cendres d'une grande cantatrice au large du Nil où elle est née. Et de la plus grande diva de son temps. De la plus grande diva de son temps. Alors, à bord de ce bateau, de cette étrange croisière, il y a naturellement des ténors, des chanteurs, des directeurs d'opéra. Des gens du monde spectacle. Les gens du monde du spectacle. Et il y a un narrateur qui est le journaliste, qui est le témoin, qui sera d'ailleurs l'un des rares survivants de cette croisière qui va finir tragiquement. Et qui dit « tout a été fait, tout a été dit, mais quand même, oui. Je raconte mon histoire ». Bien. Et encore, au cours de ce voyage, le bateau, qui s'appelle le Gloria, est amené à recueillir un groupe de Serbes. Ça se passe, j'ai oublié de le dire, c'est très important, en 1914. Un groupe de Serbes. Et ce bateau, le Gloria, cette croisière, va être intercepté par un bateau de guerre de la marine autrichienne. Alors le film, pourquoi ce coup de cœur, cet enthousiasme? Comment le cinéaste que vous êtes l'a ressenti? Vous n'êtes pas intimidé de parler devant Godard, quand même, non? Bien sûr que je suis intimidé. On est toujours intimidé quand il y a des... Allez-y. Quand il aime, il le dit aussi. Non, parce que quand on parle des gens comme Fellini, ou qu'on parle des gens de Godard, on parle aussi c'est au-delà de... On parle pas seulement d'auteurs, on parle des inventeurs. Parce que moi, je crois que Godard est un grand inventeur aussi. C'est des morceaux entiers
Et moi, je comprends jamais les gens ou des critiques qui disent ah, ce film-là, il est génial et celui-là est complètement raté. J'ai beaucoup aimé. C'est Buach qui m'a dit une fois que Buñuel, il a demandé Buñuel son film favori. Il a dit, et Buñuel a répondu un plan par-ci, un plan par-là. Et pour Fellini, j'ai la même chose. Je l'ai eu tout de suite, à part de Dolce Vita que j'ai vu quand j'étais à une ville provinciale en Suisse où il y avait 3 cinémas qui changeaient le mercredi. Alors on pouvait aller tous les soirs au cinéma. Et la Dolce Vita, c'était un choc quand je l'ai vu. Mais à part de ça, quand moi je traverse la frontière pour aller en Italie, je cherche Fellini. Dès que je suis à Chiasso déjà, c'est une chose, je sais pas, c'est un étrange Über-Ich concernant l'Italie ou concernant aussi une conception, je crois, une définition de bouffonne et un sens de dérision que je trouve. Non, il y a un truc dans Elena Aveva, il y a ce rhinocéros, non? Qui est un personnage important. Oui, et que sûrement Fellini qui ment comme nous tous et qui dit des mensonges fabuleux et fait le contraire, qui est aussi fabuleux comme beaucoup de ces gens monstrueux, fabuleux. Et ce rhinocéros, bien sûr, les gens disent mais pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il fait? Et il y a des gens qui disent que le rhinocéros est le signe de la vie, depuis toujours, de la survie. Et Fellini, quelque part en Italie, j'ai lu ça dans un journal, il a dit que le rhinocéros, c'est... il a fait des recherches chez des gens spécialistes sur les bateaux, qu'avant 1914, il y avait une loi que tout grand paquebot doit avoir un rhinocéros quelque part en bas, à bord. Bon? À moi, ça me suffit. Attention, ça va faire un film, ça. Ouais. Ça me suffit complètement comme réponse. Daniel, ça donne envie, non, Jean-Luc Elmay? Tout à fait, c'est superbe. Ouais. Ce qu'il y a vous n'avez pas été frappé comme moi, Daniel. Finalement, c'est d'une extrême sobriété, le film. Hein. C'est pas le certain délire qu'on a pu avoir dans certains Pas du films. tout. Et il n'y a pas du tout qu'il prend des gens exagérés, avec des maquillages exagérés. Pas du tout. Parfois, c'est un peu comme un film... un peu parodique de Visconti, ça pourrait être aussi. Mais en même temps, je crois qu'il y a une chose très grave qui est dedans. Je sais pas, moi je l'ai vu 3 fois, je crois, 2 fois et demi. C'est l'histoire d'un enterrement. D'un enterrement, oui. Et ça rejoint quelque chose que Jean-Luc Godard a dit, je crois. Je sais pas quand il a dit ça, mais je crois qu'il a dit ça. Que le cinéma est un enfant qui meurt si jeune, qui doit mourir jeune. Je ne sais pas, peut-être maintenant c'est plus la question. En tout cas, pour Fellini, je crois que c'est l'enterrement aussi de Cinecittà. C'est l'enterrement de possibilités de faire ce qu'il avait pu faire les derniers 15 ans, parce que je crois que ça sera très très difficile pour lui et pour beaucoup de gens en Italie et ailleurs au monde, encore de réaliser quelque chose comme Elena Aveva. C'est comme un... Oui, c'est peut-être un dernier somptueux cadeau. C'est une des raisons pour lesquelles il faut le voir, ce film. Et puis, c'est vrai que le cinéma italien se trouve dans une situation véritablement très grave au niveau du financement. Et ce que j'ai appris hier, c'est-à-dire que la RAI, la première chaîne de télévision italienne, qui pendant très longtemps a financé de façon sous-jacente, sous-tendue, le cinéma italien, qui a permis de faire des films, et pas des moindres, étant dépassé par une chaîne privée au niveau du taux d'écoute, va peut-être avoir une toute autre politique. Et si cet investissement part, je crois que c'est vrai que le cinéma italien va subir un très gros problème en ce qui concerne le financement. Alors, on va pas être Il faudrait que la télévision applique la loi que tu disais qu'il y avait dans les navires et qu'à la télévision, il y ait toujours un rhinocéros. Voilà, exactement. Et que le rhinocéros, ça soit le cinéma. Si la prima donna dans le film de Fellini est le cinéma, oui, il faut le rhinocéros. Daniel, un livre que vous venez de signer, qui vient de paraître, je vais essayer de le présenter décemment à la caméra. Alors, le thème de cet ouvrage? Ça s'appelle L'invention du paradis. Le rhinocéros n'est pas venu dans ce point-là parce que c'était un exposé pour un film qui s'appelle L'invention du paradis. C'est un film sur la Suisse. C'est sur la Suisse comme décor. C'est classique, comme les opéras bouffa un peu, avec une évocation du paradis, une rencontre, une installation. Là, les Suisses sont entrés, c'est-à-dire l'idée de la Suisse est partie
à l'étranger. Ça venait en France, en Angleterre, en Russie, partout. Les Suisses n'en savaient rien, puis il y avait des gens qui sont venus. Les Suisses ont compris tout de suite qu'on ne peut pas laisser les cabanes là où les gens allaient tomber ou s'évanouir devant les glaciers ou devant les cascades, selon cette chose que Stendhal disait qui caractérisait un peu le 19e siècle, l'excitation bizarre. C'est à cause de ça qu'ils sont venus. Et les Suisses ont compris ça, c'est-à-dire ils sont seulement dans l'acte central, l'installation, ils ont retour à la nature, mais après les palaces, dans des villages. Puis il y a la vie dans le paradis, et il y a la fin du paradis, qui est Nijinsky qui danse pendant la Première Guerre mondiale à Samoritz, encore une fois, une danse contre la guerre que nous tous, on n'a pas empêché qu'elle éclate. Et ça se termine 1914, plus ou moins. Ça devait être un film, mais c'est faute de pouvoir le faire, j'imagine. Faute de pouvoir du rhinocéros de la télévision qui a dit non. Et il faut dire, c'était il y a 3 ans. C'est pas seulement moi, je l'ai fait avec un ami à moi, un historien d'art, Peter Christian Behner, et beaucoup des autres gens aussi. Et c'était... On voulait faire un film, et parfois on trouvait ça magnifique. On avait développé ça dans 2 semaines. On est allé à la télévision à Zurich, et c'était j'étais vis-à-vis de tellement des gens imbéciles, avec des choses dans 2 heures. Ça s'est écroulé d'une manière que j'ai enterré le film. Ils sont arrivés, parce que parfois dans la vie c'est tellement important qu'on encourage, qu'on a un encouragement. Et là, vraiment, c'était le contraire, et j'avais une telle haine, et j'ai vu un éditeur le même jour à Zurich, Beat Kurti, qui a dit « Bon, moi je ne suis pas producteur de cinéma, mais je te fais le livre. » Ben, le livre est là. Ben, le livre existe, et peut-être, pourquoi pas, sait-on jamais, peut-être un jour le film. Moralité, on a toujours besoin d'un petit rhinocéros chez soi, quoi. Oui, mais c'était il y a 3 ans, l'idée. Ouais. Après, on est dans des autres choses, mais le rhinocéros n'est pas venu. Vous allez comme ça, un peu, dans Daniel, Jean-Luc, quand on vous demande, dans les cantons, quand on passe une rétrospective de vos œuvres, vous vous déplacez. C'est important, quand même, je trouve. Vous le faites volontiers Avant, plus, mais je m'aperçois, d'après la question, que c'était quand je n'étais pas producteur de mes films, oui. Et que ça me prend plus de temps maintenant. Et que je regrette, souvent je dis oui, puis au dernier moment j'annule, mais j'aime bien sinon. Daniel, oui aussi. Moi j'adore aller dans des pays que je connais pas. Oh ben Neuchâtel, c'est quand même pas le bout du monde, non? Oui, ça dépend des gens. Alors après, on est très subjectif. Si quelqu'un te tire vraiment, tu y vas. Moi j'irai n'importe sur la Lune. Si quelqu'un vraiment me tire, j'y vais sur la Lune. Oui, mais en tout cas, je crois que c'est très important, vous cinéastes, quand vous pouvez aller comme ça, quand on organise ces manifestations, parce que, moi, j'ai pas besoin de vous dire que c'est important, il y a des publics qui aiment dialoguer avec vous, parler, et je crois que le dialogue ne doit pas se faire uniquement, d'ailleurs, un monologue, simplement à travers l'écran de télévision, et je crois que c'est bien quand vous pouvez le faire.